Cordia est une association donc, médico-sociale qui a pour objectif de gérer des appartements de coordination thérapeutique, des ACT, et une masse située sur Paris, Tours, Poitiers, La Rochelle. C'est une petite association, une soixantaine de salariés, à peine 50 équivalents temps plein. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais juste 49 équivalents temps plein. C'est louche, je sais, mais bon, c'est comme ça. Au cours de notre mission, nous nous sommes rendus compte que l'accompagnement médico-social pouvait être un peu repensé et du moins un peu retravaillé, puisqu'effectivement on se situe dans un contexte économique que vous connaissez, on ne va pas le refaire, contexte à la fois de contraintes mais en même temps intéressant puisque ça nous oblige à penser autrement. Et c'est un peu dans cette logique-là que nous nous sommes rendus compte que l'accompagnement des résidents que nous accueillons, alors sont des gens malades, atteints de maladies chroniques invalidantes, et qui sont désocialisés, la plupart du temps ils viennent de la rue, et viennent à l'hôpital, et l'hôpital va commencer à les soigner, et une fois qu'ils sont un peu mieux, eh bien, ils vont dans d'autres dispositifs, comme les ACT, pour faire court dans le schéma. Donc des personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, pour nous, c'est le VIH en dominante, et le cancer, et les hépatites B et C pour les trois grandes familles de patients, pas de patients, mais de personnes accueillies. Alors, quand nous nous sommes rendus compte qu'il fallait peut-être faire autrement, et tout seul, et ça a été dit tout à l'heure effectivement à l'introduction, on ne peut pas y parvenir, et c'est intéressant de faire appel à d'autres ressources. Et la ressource universitaire nous a semblé intéressante, puisque à ma gauche, j'ai deux chercheurs qui vont présenter un peu l'objet de ce travail, puisque en faisant rentrer l'université dans le monde du médico-social, ça permet à la fois de nous poser les questions, ça nous permet aussi de ne pas culpabiliser, en fait, ah oui, mais pourquoi le directeur nous dit qu'on fait mal, en fait, c'est pas vrai, etc. Ça permet de créer une autre énergie dans la structure, dans l'équipe, puisque l'œil extérieur, le chercheur, a une posture à la fois de question, de questionnement, et puis en même temps, effet miroir, puisque les équipes se disent « Ah, mais au fait, pourquoi pas imaginer autre chose ?» Voilà à peu près le contexte. Alors, vous avez certainement la finalité du projet qui est présenté d'ailleurs sur le diapo. Donc, première chose au niveau de la méthode, c'était analyser l'activité conduite à la fois par les professionnels, puisqu'il faut quand même partir du terrain et partir de la réalité des choses, et les professionnels font du bon travail. C'est ça qui est important de dire, c'est pas parce que des chercheurs viennent dans la structure qu'on va refaire un nouveau travail, on va le compléter, on va l'affiner. Mais ça, c'est un discours pas facile à faire passer au niveau des équipes. Ouais, qu'est-ce que c'est que ces chercheurs, on peut pas les embêter, enfin, c'est du vécu, hein. C'était une bonne discussion avec les éducateurs, les travailleurs sociaux, parce qu'on n'a pas que des éducateurs, les médecins et aussi les psychologues. Donc, première chose, on part du terrain, on part des choses positives, on repère donc les compétences mobilisées par les professionnels et aussi par les résidents. Alors, ce que vise le projet, bon, c'est écrit, mais c'est important de le dire aussi, il faut que ce projet puisse fonctionner à partir du moment où les résidents que nous accueillons soient partie prenante de la recherche. C'est-à-dire qu'on va considérer que les résidents désocialisés, malades, eux aussi ont une capacité à se mobiliser. Nous nous sommes rendus compte, enfin, je pense que vous partagerez aussi dans la rue, le résident en mode stress va mobiliser une forme d'énergie passionnante. Il va savoir hiérarchiser, anticiper, se démerder en fait, pour parler autrement, mais donc ce système D, eh ben, c'est une forme d'énergie cognitive, et cette énergie cognitive, quand il est en mode non-stress, donc dans un appartement, toute l'énergie redescend. Et cette énergie redescend, et c'est difficile, c'est lourd après de redémarrer pour repartir vers l'extérieur, puisque notre objectif, c'est effectivement de leur permettre d'être autonomes, en fonction de leur pathologie ici. Et donc, cette énergie mobilisée, eh ben, oui, le résident est capable de le faire, oui, la personne accueillie dans la rue, qui vient de la rue, est capable d'y parvenir, donc, mais pour découvrir la manière dont il va mobiliser cette énergie, eh bien, il faut l'associer, il faut évidemment le prendre en compte. Donc, et ça, Catherine expliquera tout à l'heure mieux que moi comment elle va faire. Ensuite, identifier les leviers mobilisables, évidemment, c'est ce que je viens de dire, hein, au niveau des expériences et des compétences ressources, et en fait, développer aussi, à terme, ce projet vise à développer des outils d'ingénierie de l'accompagnement. C'est-à-dire que cette recherche, action, n'est pas que pour Cordia. C'est très important, c'est Cordia qui est un champ expérimental, en fait, mais il est hors de question de garder le résultat de ces travaux pour nous. Ils seront publiés, ils seront accessibles à tous, et on ne fait pas de la recherche pour nous. C'est important dans la méthodologie, et dans la finalité et dans la motivation des équipes, hein, c'est de positionner les professionnels autour d'un projet pour les autres aussi.
Et donc, évidemment, à terme, améliorer, alors soyons humbles, hein, la pertinence et l'efficacité du dispositif d'accueil et d'accompagnement des résidents. On ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais on crée une dynamique pour aller faire un peu autrement et aussi le partage au niveau des autres structures médico-sociales qui s'intéressent. Je suis également membre de la Fédération nationale de l'hébergement VIH, la FNH-VIH, donc d'autres associations membres de cette fédération sont aussi intéressées par cette idée. Voilà, en quelques mots, une action collaborative, je l'ai dit aussi, hein, une équipe médico-psychosociale, des résidents et des chercheurs. Ces trois cultures dans la maison, ça crée de l'ambiance, ça crée de la dynamique, et je vais tout de suite laisser la parole à Catherine qui va vous expliquer comment. D'accord, donc Marcel avait demandé qu'on se présente, plutôt on se présentera, donc je vais te laisser aussi la parole. Donc, je suis Catherine Torret-Turgis, donc je suis chercheur, je suis à l'université Pierre et Marie Curie où je dirige le master d'éducation thérapeutique, mais surtout j'ai fondé l'université des patients. C'est-à-dire moi ce qui m'intéresse c'est l'innovation, donc en fait en deux mots, je diplôme des malades chroniques pour qu'eux-mêmes deviennent des acteurs de santé, donc je suis au numéro 100 à l'heure actuelle. Donc tout ce qui est pour moi validation des acquis d'expérience, détection des compétences des publics justement en situation de vulnérabilité ou de précarité, c'est quelque chose sur lequel je travaille au niveau scientifique. Et même si maintenant j'ai été qualifiée professeur et j'ai un haut poste, je peux vous dire que ça n'a pas été très très facile à faire accepter, de diplômer des malades. Donc l'hypothèse en fait dans cette recherche, c'est une hypothèse sur laquelle je travaille. Moi je viens du VIH-Sida, j'ai commencé dans les années 84, et pour ce qui est de ma biographie personnelle, je viens moi aussi des centres sociaux, mais en tant qu'ancienne usagère et cliente dès la petite enfance. Donc je connais bien le social, et donc tout au long de ma vie, j'ai voulu justement, je suis un exemple justement de réussite peut-être de ce que peut faire un apport social. Donc ce qui m'intéresse en fait, et ce qui m'intéressait dans cette recherche, c'est pour ça que je suis entrée comme chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, ils sont spécialisés eux sur les théories des compétences. Et moi, dans les théories des compétences, donc le champ des compétences humaines, il y en a une qui m'intéresse, c'est comment justement les êtres humains, dans des situations qui sont des situations a priori hostiles, déploient, comme tu l'as bien dit, des compétences, ne serait-ce que d'adaptation, parce qu'il faut survivre. Donc, ce que j'avais repéré dans les publics en situation difficile, notamment les sans domicile fixe, ou les gens qui vivent en prison, oui, qui vivent, et c'est bien de dire ça justement, ils ne sont pas en prison, ils vivent en prison, c'est qu'il y a un freezing des compétences. C'est-à-dire que les compétences peuvent être perdues dans des situations de haute morbidité, ils les perdent, c'est-à-dire après quand on veut par exemple leur redonner un accès à un lit ou à quoi que ce soit, on voit que ça prend du temps, etc. Donc ça c'est un problème. Deux, il y a une activation des compétences dans les situations de rupture, donc qu'est-ce qu'on en fait après ? Et donc, quand on a un programme d'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait avec ces trois niveaux de compétences ? Puisque dans le programme d'accompagnement en général, on essaye de faire une réingénierie des compétences pour leur permettre de retrouver, comme ils disent, une vie de lambda ordinaire, quoi. On essaye de les faire revenir des citoyens ordinaires, sachant qu'ils souvent ils sont même pas citoyens quand on les aide, puisqu'ils ont perdu justement les accès aux soins, les accès à la citoyenneté, etc. Donc, ceci étant dit, donc la recherche ici consiste chez Jean-Luc à d'abord aider les gens qui accompagnent à mieux comprendre finalement ce qu'ils font. Ce qu'il disait, c'est-à-dire être extérieur et dire mais finalement c'est intéressant quand vous faites ça avec des méthodes de recherche qui sont maintenant au point, qui sont des méthodes d'analyse du travail, qui s'appellent les méthodes comme par exemple l'autoconfrontation, c'est-à-dire on voit quelqu'un en train de faire quelque chose, c'est-à-dire des gestes professionnels spécifiques de l'accompagnement, et on les aide avec des méthodes qui sont les nôtres, c'est-à-dire tiens, vous avez vu quand vous faites ça, sauf que là on les aide à décrire, et par ailleurs par rapport aux usagers, voir avec les usagers donc comment eux-mêmes donc on fait un circuit de mise en compétence, celles qu'ils ont perdues, celles qu'ils récupèrent, celles qu'ils mobilisent, celles qu'ils ont envie de mobiliser, et donc faire ce lien. Donc voilà un peu ce que nous avons nous comme dispositif de recherche au Conservatoire national des arts et métiers, c'est-à-dire on a tout ce qu'il faut sur les compétences, simplement là j'ai décidé moi de sortir donc des chercheurs et de les amener dans des centres comme justement le centre de Jean-Luc. Bonsoir, Marta Tsiniegas, ingénieure d'études au Centre de recherche sur la formation d'EGNAM. Je vais juste ajouter peut-être
revenir sur 2 choses. Voilà. C'est une recherche-action collaborative, c'est-à-dire que ça vise vraiment la participation des usagers. C'est quelque chose de vital. Et justement, pouvoir créer un comité de pilotage avec la participation des résidents, avec la participation des professionnels, c'est déjà un niveau de coopération. Et on espère aussi que les programmes de recherche, les projets de recherche qui est mis en place aient des retombées au niveau de l'accompagnement des pratiques d'acteurs qui accompagnent aussi, au niveau des résidents aussi, par rapport justement à toutes les stratégies qu'ils mettent en place pour le maintien des soins en santé, pour le maintien des soins en vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et justement, par rapport au dispositif méthodologique, c'est juste la diapositive avant, la précédente. Avant, voilà. C'est un projet qui est, on va dire, décliné en 3 phases. Il y a une première phase, c'est une phase exploratoire, comme dans toute recherche, où c'est plutôt une enquête d'immersion, où il y a des observations participantes, il y a des participations à des réunions d'équipe, à des groupes de travail, et aussi il y a l'observation, les partages des moments aussi collectifs avec les résidents, surtout pour essayer de mieux comprendre comment l'activité d'accompagnement s'organise et se déploie. Quelles sont les valeurs sur lesquelles cette activité d'accompagnement s'appuie, et les valeurs aussi véhiculées justement par les professionnels, et aussi l'analyse de l'activité. On peut passer à l'analyse de l'activité, c'est ça l'entrée du programme de recherche au niveau méthodologique, c'est analyser l'activité qui est déployée par les résidents, et il va être centré sur l'expérience vécue des résidents, l'expérience vécue d'une façon antérieure, son expérience antérieure à son séjour en ICT, et aussi l'analyse de l'expérience vécue lors de ce parcours médico-psychosocial. Et voir, justement, en mettant en regard l'analyse de l'activité du résident et l'analyse de l'activité d'accompagnement déployée par les professionnels, essayer d'identifier, de repérer, identifier toutes les compétences, ressources, les supports environnementaux, et cognitifs, émotionnels, sociaux qui sont mobilisés autant par les résidents que par les professionnels. Et essayer aussi d'identifier les gestes professionnels, les moments forts de cette activité d'accompagnement et les gestes professionnels des personnes qui accompagnent. Merci. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Voilà. Je passe la parole pour parler des retombées, peut-être, au niveau des... Les retombées, j'en ai parlé en introduction rapide. Les retombées donc, reposent sur potentialiser les ressources des résidents. Et surtout aussi, on va intégrer la notion économique, puisque l'objectif, c'est peut-être de réduire aussi la présence du résident chez Cordia dans la CT. C'est-à-dire que si on réduit, on va augmenter le turnover. Si on augmente le turnover, donc on aura donc des durées de séjour plus faibles. Si on a des durées de séjour plus faibles, alors on est dans une logique économique un peu plus... je vais utiliser le mot qui fait mal, c'est la rationalisation des moyens, puisque c'est aussi une démarche encouragée par nos financeurs. Et on rentre dans ce dispositif-là parce qu'il ne faut pas rêver, la ressource se tarit, donc on est bien obligé de toute façon de trouver d'autres dispositifs, et ça rentre dans cette logique-là. Concevoir des outils d'amélioration et d'accompagnement mieux adaptés, toujours aussi en lien et en filigrane la notion économique derrière. Si on répond bien aux besoins du résident, alors on va trouver des réponses adaptées aux besoins. Si on trouve des réponses adaptées aux besoins, eh bien on fait pile poil dedans, et donc on réduit potentiellement, encore une fois, la durée et les moyens mis en œuvre pour accompagner le résident. Co-analyser, formaliser ensemble, on en a parlé un tout petit peu, puisque donc l'idée de la retombée, c'est aussi en faire peut-être des modules de formation, pourquoi pas, ou peut-être on pourra aussi décliner ce partage d'expériences avec d'autres, sous forme de transmission d'un savoir. Et enfin, augmenter la participation citoyenne des résidents. Pardon, les résidents sont partie prenante, on en a parlé tout à l'heure, et c'est important de les mettre en mouvement avec nous. Voilà, en résumé, les retombées et une publication éventuelle, les travaux que vous aurez faits. Ces publications seront connues de tous. Merci.